Bonjour à tous. Nous allons commencer sans tarder. Antoine Comte va nous rejoindre. Il est là, car nous avons déjà pris un petit peu de retard. Alors, l'objet de cette seconde table ronde, en quelque sorte, c'est le suivant, le titre « Amalgame et confusion, les identifier pour les combattre ». Alors, on entend beaucoup de choses ici ou là qui sont répétées et qui n'ont pas grand sens, et qui relèvent justement des amalgames et des confusions entretenues. On entend dire ceux qui défendent les droits des Palestiniens sont des antisémites. On entend dire les Juifs qui, en France ou aux États-Unis ou ailleurs, s'opposent à la colonisation indéfinie de la Cisjordanie, sont animés par la haine de soi. On entend dire que pour définir l'antisémitisme aujourd'hui en France et en Europe, il faut faire référence à l'attitude des personnes vis-à-vis d'Israël. Voilà, on entend beaucoup de choses de ce genre qui relèvent effectivement d'amalgame et de confusion. Alors, nous allons en débattre, nous allons avoir 4 éclairages sur ces questions. Les 4 intervenants, je les présente rapidement parce que vous les connaissez. Dominique Vidal est journaliste. Antoine Comte, qui nous rejoint, est... Qui est là? Bon, d'accord. Il est là-bas. Et donc juriste, avocat. Fabienne Messica, sociologue et engagée sur la question des droits des droits de l'homme en général et des droits en particulier en Israël-Palestine. Et puis Pascal Boniface, qui est bien connu de vous aussi et qui vient de publier cet ouvrage dont le titre est une antiphrase, antisémite, voilà, et qui répond. Alors, ils interviendront successivement. Je demanderai d'abord à Dominique Vidal de prendre la parole. On a déjà pris du retard. Il faudrait que vos interventions soient entre 5 et 10 minutes pour bien faire. Bon, ben moi je veux bien, mais il y en a une qui est prévue. La table ronde suivante est programmée à 11h. On va voir comment ça se goupille, mais voilà, on a du retard. On démarre avec 20 minutes de retard et la suivante est programmée à 11h. Alors, essayez de faire court autant que possible. Désolé, Monsieur le Président, mais moi je fais partie de ceux qui préparent les interventions, donc je me suis fié à ce qui m'avait été dit. Je dénonce tes camarades. Je ne dénonce personne. Vas-y Dominique. Alors le 16 juillet dernier, Emmanuel Macron commémorait le 75e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et non seulement il avait invité pour la première fois le Premier ministre israélien, non seulement il lui avait donné du cher Bibi, mais à la fin de son excellent discours, par ailleurs, il lâchait, je cite, « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. » Jamais un président de la République, même pas Nicolas Sarkozy ou François Hollande, n'avait jusqu'ici repris à son compte cet étrange amalgame. Étrange puisqu'il confond dans une même réprobation un délit, l'antisémitisme, condamné par la loi comme toutes les formes de racisme, et une opinion qui conteste le caractère inassimilable des Juifs et donc la nécessité de tous les rassembler dans un État. L'antisémitisme et avant lui l'antijudaïsme ont traversé l'histoire de l'Europe, plus d'ailleurs que celle du monde arabe. Ils s'y sont traduits pendant des siècles par des discriminations, des expulsions, des massacres qui ont atteint leur apogée avec le génocide nazi. Comme vous le savez, la Shoah a exterminé la moitié des Juifs d'Europe, un tiers de la population juive mondiale. En France, où le régime de Vichy et sa police ont collaboré activement à la déportation de 75 000 Juifs sur plus de 330 000, l'antisémitisme n'a pas cessé de reculer depuis la guerre. Selon toutes les enquêtes, il représente désormais une idéologie marginale, alors que l'islamophobie est en train de devenir consensuelle. De même, comme l'a dit Esther Benbassa, il y a eu un pic, une flambée
de violences antisémites au début des années 2000, en liaison avec la seconde intifada, mais depuis, le nombre d'attaques anti-juives a reculé de manière régulière. Et c'est vrai aussi des attaques islamophobes après la flambée, là aussi, de 2015, pour des raisons que chacun comprend. Et contrairement aux affirmations de certains, qui sont plus des politiques que des sociologues, je pense à Dominique Régnier, rien ne permet de parler d'un antisémitisme majoritaire dans telle ou telle catégorie de la population, y compris les musulmans. Mais, et c'est là que je rejoins Esther, les données quantitatives ne sauraient dissimuler les réalités qualitatives, le vécu des gens. Moins nombreuses, les violences antisémites sont plus brutales. Pour la première fois depuis 1945, des Juifs, en ce début de siècle, ont été assassinés en tant que tels. Ilan Halimi, les victimes juives de Mera, à Toulouse, et celles de Koulibaly à l'Hyper-Cacher. C'est dire que le combat contre l'antisémitisme et le racisme en général reste plus que jamais nécessaire et qu'il suppose une vigilance de tous les instants, y compris, je dirais même, a fortiori, de la part de ceux qui professent des opinions antisionistes. Toute incitation à la haine raciale, toute propagande négationniste doivent être combattues et sanctionnées. Et de ce point de vue, notre ami Antoine le dirait mieux que moi, la loi de 1881, celle de 1972, la loi Guesso de 1990 et le code pénal constituent un arsenal efficace, suffisant, s'ils sont appliqués. Et voilà pour le premier terme de la comparaison d'Emmanuel Macron. Et pour le second, historiquement, c'est la poussée de l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle qui a suscité la naissance du sionisme. Confronté au pogrom de 1881-1882 en Russie, puis témoin à Paris de la dégradation du capitaine Dreyfus en 1895, Théodore Herzl en tire la conclusion que les Juifs sont inassimilables, même dans le pays qui, le premier, les a émancipés. Et donc, ils doivent disposer d'un État à eux. En 1896, il écrit son livre « L'État des Juifs » et l'année suivante, il réunit le premier congrès sioniste mondial. Le sionisme, précise le programme, s'efforce d'obtenir pour le peuple juif en Palestine un foyer reconnu publiquement et garanti juridiquement. 20 ans après, le Royaume-Uni, avec la déclaration Balfour, fait sien le projet de foyer national juif en Palestine, sur laquelle il obtient en 1922 le mandat de la Société des Nations. Et pourtant, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, et malgré l'appui de Londres, les héritiers de Herzl ne rencontrent guère d'écho parmi les Juifs. Communistes, bundistes, libéraux, orthodoxes s'opposent à l'idée d'État juif. L'immense majorité des Juifs qui quittent la Russie se rend d'ailleurs aux États-Unis. Plus de 3 millions de 1880 à 1939. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, en revanche, la Palestine mandataire ne compte que 450 000 Juifs, soit 2,5%. Just before the Second World War, Palestine only counts 450,000 Jewish persons. In other terms, terminé, et des centaines de milliers de survivants ne peuvent pas retourner chez eux. Or, Washington leur refuse tout visa. Bon nombre émigrent alors vers la Palestine, puis vers Israël, d'où la guerre de 1947-1949 a chassé 800 000 Arabes. Comme durant l'entre-deux-guerres, les Juifs qui vont émigrer ensuite là-bas le feront moins par choix sioniste que par obligation, qu'il s'agisse des Juifs des pays arabes ou des Juifs soviétiques plus tard. 70 ans et plusieurs vagues d'immigration plus tard, Israël compte 6,5 millions de Juifs et, avec les territoires occupés, le même nombre de Palestiniens. C'est dire que la majorité des 15 millions de Juifs
d'aujourd'hui vit encore ailleurs. De surcroît, en Occident, leur intégration s'accompagne d'une majorité de mariages avec des non-juifs. Par ailleurs, des centaines de milliers d'Israéliens ont quitté leur pays, où ils ne vivent plus. Rien qu'à Berlin, il serait plus de 100 000 ex-israéliens. Même parmi les juifs français qui, ces dernières années, ont effectué en plus grand nombre leur aliyah par peur des violences antisémites, une forte proportion repart vers la France. Est-ce qu'il faut considérer tous ces juifs qui, de génération en génération, ont résisté aux sirènes du sionisme comme des antisémites? Ou bien, tout simplement, comme des citoyens ayant préféré poursuivre leur vie dans leur patrie de longue date ou d'adoption? Historiquement, la petite phrase du président de la République n'est donc pas fondée. Mais elle représente surtout, politiquement, un grave danger pour la liberté de pensée et d'expression. Parce que la manœuvre des dirigeants israéliens et de leurs inconditionnels français est cousue de fil blanc. Ils tentent de criminaliser toute critique de leur politique parce qu'ils se savent isolés. À preuve, la reconnaissance croissante de l'État de Palestine, entrée successivement à l'UNESCO, à l'Assemblée générale des Nations unies et même à la Cour pénale internationale. Il y a quelques semaines, personne n'en a parlé, l'Assemblée générale de l'ONU a voté en faveur, comme chaque année, de l'autodétermination du peuple palestinien et de son droit à un État. Par, écoutez bien, 176 voix contre 7. Et parmi les 7, il y a les îles Marshall, la Micronésie, Nauru et Palaos. Puis l'Assemblée générale a condamné la décision de Donald Trump sur Jérusalem par 128 voix contre 9. On sent l'effet du chantage de Nikki Haley. Et cet isolement ne risque pas de se réduire, parce que la droite et l'extrême droite au pouvoir à Tel Aviv se sont engagés dans un inquiétant processus de radicalisation. Profitant du soutien de l'administration Trump et de leur alliance avec les régimes arabes dits modérés contre l'Iran, elles veulent passer de la colonisation qu'elles accélèrent à l'annexion. Plusieurs lois ont été ou vont être votées par la Knesset en ce sens. À terme, Tel Aviv entend donc enterrer officiellement la solution dite des deux États au profit d'un seul, où les Palestiniens annexés avec leurs terres ne jouiraient pas du droit de vote. Autrement dit, un État d'apartheid. Il ne s'agit pas, hélas, de la fuite en avant de dirigeants hors sol. Selon les sondages, si seul un tiers des Israéliens est favorable à l'annexion des territoires palestiniens, 69% refusent, en cas d'annexion, que les Palestiniens obtiennent le droit de vote. Cette politique-là ne risque pas d'améliorer l'image d'Israël dans l'opinion mondiale. Et voilà pourquoi l'extrême droite israélienne et ses relais français voudraient interdire toute contestation. Premier objectif de l'opération, la condamnation de la campagne boycott des investissements sanctions. Comme aucune loi ne l'interdit, ces censeurs s'appuient sur une circulaire ministérielle signée Michel Alliot-Marie que de rares parquets ont suivi quand les militants ne sont pas purement et simplement blanchis, comme ça vient d'être le cas pour des raisons de procédure à Montpellier. Et il s'appuie aussi sur un arrêt de la Cour de cassation concernant Colmar, que la Cour européenne des droits de l'homme pourrait néanmoins retoquer. Car la ministre des Affaires étrangères européenne, Federica Mogherini, passe son temps, depuis 1 an et quelques, à répéter, je la cite, c'est important, « L'Union européenne se positionne fermement pour la protection de la liberté d'expression et de la liberté d'association, en cohérence avec sa charte des droits fondamentaux, qui est applicable au territoire de ses États membres, et c'est là que vient l'essentiel, y compris en ce qui concerne les actions BDS. » D'où un second objectif,
auquel malheureusement les propos d'Emmanuel Macron le 16 juillet dernier risquent d'ouvrir la voie, l'interdiction de l'antisionisme proprement dit. En novembre dernier, le président du CRIF, Francis Khalifa, s'est engouffré dans la brèche en demandant au Premier ministre, je cite, que la définition qui prend en compte l'antisionisme comme forme nouvelle de l'antisémitisme soit transposée dans l'arsenal législatif français. S'il ne s'agissait d'une manœuvre aussi grave, on pourrait presque en rire. Imagine-t-on les communistes demander l'interdiction de l'anticommunisme, les gaullistes l'interdiction de l'antigaullisme, les néolibéraux celle de l'altermondialisme. La prétention des ultrasionistes relève d'une pensée, je pèse mes mots, totalitaire. Si ce projet prenait corps, je parle sous le contrôle d'Antoine Comte, je pense que le Conseil constitutionnel le bloquerait. Sinon, ce serait la première fois depuis la guerre d'Algérie que la France réinstaurerait le délit d'opinion. Je suis malheureusement assez âgé pour me souvenir des pages de journaux parsemées de blanc parce que la censure préalable était intervenue. Or, l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 affirme « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » La Constitution, on l'a cité tout à l'heure, elle aussi défend évidemment la liberté d'expression. Et puis il y a cette Convention européenne des droits de l'homme qui stipule dans son article 9, je cite, « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. » Et l'article poursuit, « La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui sont prévues par la loi. » Eh bien, je ne peux pas croire, je le dis, je ne peux pas croire qu'Emmanuel Macron accepte d'être instrumentalisé au service d'une offensive liberticide. Et j'ajoute, ce n'est pas dans mon texte, mais je conclus comme ça, personnellement, je ne me sens pas comme un loser. J'ai même l'impression que plus nos adversaires se radicalisent et plus ils s'isolent, à condition que nous fassions ce qu'il faut. Merci. Merci Dominique. Je ferai simplement une remarque d'historien au passage sur un point précis qui est les conclusions que Theodor Herzl prétendait tirer de l'affaire Dreyfus comme racine, point de départ de son idée sioniste. Un historien de l'affaire Dreyfus, Philippe Auriol, qui a publié un ouvrage majeur en 2 tomes récemment, a pointé le fait que c'est un récit que Herzl a choisi de faire de son passage à Paris comme correspondant d'un journal viennois. En fait, il avait antérieurement déjà forgé son idée. Et il a prétendu que l'affaire Dreyfus était une confirmation, alors que l'affaire Dreyfus est au contraire une manifestation de la société française. Les Dreyfusards, comme Bernard Lazare, étaient violemment anti-sionistes et ils l'ont exprimé. Et donc la société française est capable, et c'est en cela que je trouve intéressante la conclusion de Dominique Vidal, elle est capable de réagir dans un sens antiraciste, de condamnation de l'antisémitisme et de condamnation radicale aussi du colonialisme israélien. Alors, on a parlé un peu déjà de la question de est-ce qu'il est interdit d'appeler au boycott. Antoine Comte va nous donner un éclairage juridique sur ce point. Alors, tout a été abordé presque par Dominique Vidal. Ce que je voudrais dire, c'est que le combat ne fait que commencer sur cette question de liberté d'expression. Contrairement à ce qu'on pense, la décision de la Cour de cassation, les décisions de la Cour de cassation qui n'ont aucunement un soutien doctrinal et jurisprudentiel, mais ça on va écarter les technicités, ces décisions ne sont pas définitives.
Il y a l'ordre interne français qui est régi par un certain nombre de textes, et notamment la Constitution et l'ensemble des lois. Et au-delà, il y a la possibilité de désenclaver les affaires importantes et de les porter devant la Cour européenne. Et tant que la Cour européenne n'a pas dit son dernier mot sur la manière dont il faut comprendre cet appel au boycott, on ne peut pas dire qu'il soit interdit d'appeler au boycott dans ce pays. C'est une conception souverainiste qui pourrait faire dire ça. Ça n'est pas la réalité juridique. Et je voudrais vous faire toucher du doigt l'importance de la Cour européenne sur ces questions-là. J'ai pris les statistiques de la Cour européenne. Je ne sais pas ce que j'ai mis en route là, mais visiblement c'est une marche en avant. J'ai pris les statistiques de la Cour européenne. Alors, tenez-vous bien, sur une période qui va de 1959 à 2017, la France a été condamnée plus de 700 fois pour violation des principes posés par la Convention européenne. Il y a dans la Convention européenne un certain nombre de droits qui sont reconnus et qui sont absolument incontournables, sauf s'il y a des restrictions valables. La France a été condamnée plus de 700 fois. Elle est dépassée, il faut le dire, par la Russie, l'Ukraine, la Pologne et Erdogan et la Turquie. Alors là, on est battu incontestablement. Mais au-delà de ces pays, la France est un des pays fondateurs du marché commun et donc de la structure européenne qui est le plus souvent condamné. Il y a juste l'Italie qui passe devant, mais attention, attention. Le recours individuel permettant aux citoyens de porter une affaire devant la Cour européenne, il date en France, et c'est peut-être la plus grande réforme juridique de la gauche, d'octobre 1982. Donc la statistique qui porte sur 1959 jusqu'à 2017 pour l'Italie n'est absolument pas pertinente lorsqu'on sait que la statistique porte en France sur la période 82-2017, 35 ans par conséquent. Ce n'est pas tout. La France a été condamnée pour violation de la liberté d'expression, donc l'article 10, qui est au cœur de notre débat, plus de 36 fois. Et là, je dois dire que c'est la deuxième marche du podium, derrière la Turquie d'Erdogan. Alors, c'est dire que les décisions qui sont prises par les juridictions françaises au plus haut niveau ne sont pas décisives. Et c'est un point qui est important parce que quand la France est condamnée, qu'est-ce qui se passe? Le texte qui a été appliqué est supprimé, ou alors le texte n'est plus appliqué. Donc, un texte qui serait négatif pour les voies démocratiques, pour les droits démocratiques, pour la liberté d'expression dans le cas d'espèce, ne serait plus appliqué. On est donc au tout début d'une longue affaire, et il y a après même d'autres possibilités dont je vous tairai pour l'instant les éventualités. La question, est-ce qu'il y a une loi qui interdise le boycott en France? La réponse est oui, ne vous inquiétez pas, mais pas pour l'appel au boycott. Il y a eu, et certainement ici on s'en souvient, dans les années 70, un certain nombre d'entreprises françaises qui tentaient de commercer avec l'État d'Israël, mais les exigences de la Ligue arabe portaient sur l'interdiction de commercer parallèlement avec Israël. Et donc il y a eu une loi en 1977 interdisant le boycott pour des questions économiques, pour des questions relatives à des entreprises et pas pour les citoyens. Et par conséquent, il n'y a aucune loi qui interdise l'appel au boycott des citoyens sans violence et sans contrainte. Il faut quand même rappeler les choses. Et c'est par une série de manipulations juridiques et judiciaires que nous sommes arrivés à ce que un certain nombre de personnes soient condamnées, en particulier l'équipe, si j'ose dire, de Colmar et Mulhouse, Mulhouse d'abord et Colmar ensuite, qui a fait l'objet finalement de la décision de la Cour de cassation sur cette question. Il faut rappeler d'abord que la manipulation passe par la dénaturation des faits. Vous avez, dans l'appel au boycott et les manifestations qui l'accompagnent,
tous les éléments pour que ne soit appliquée qu'une seule loi qui, en France, est une loi totalement autonome et indépendante, c'est la loi sur la presse. Pourquoi? Parce que ce sont des slogans, ce sont des distributions de tracts, ce sont éventuellement des ports de t-shirts avec un certain nombre d'indications écrites dessus. Par conséquent, seule la loi sur la presse s'applique. Il n'y a pas d'autre moyen de poursuivre des gens qui appellent au boycott et qui font des actions dans ce sens-là. Deuxième manipulation par, on va le dire, le ministère public ou les associations qui se prétendent victimes, on voit lesquelles ce sont, c'est l'évincement du contenu des slogans. Quand on appelle au boycott, qu'est-ce qu'on fait? Quand on regarde les slogans, quand on regarde les tracts, on critique la politique d'un État. Et c'est la raison pour laquelle il y a un appel au boycott, comme d'ailleurs dans tous les appels au boycott, sauf qu'il n'y en a qu'un seul qui soit poursuivi. On critique la politique d'un État. Or, de tradition juridique française, la critique d'un État, la critique de sa politique, ne peut pas faire l'objet de poursuites. Donc, on se retrouve dans cette situation où on nie le caractère politique du message de l'appel au boycott, qui est finalement la critique d'un État, comme ça l'est dans les autres boycotts. Quand on appelle au boycott de l'Afrique du Sud, dans la campagne Outspan, quand on appelle au boycott de la Russie par rapport à la Tchétchénie, quand on appelle au boycott de la Chine par rapport au Tibet, et j'en passe, et l'Argentine, au moment du mondial du football, on parle de quoi? On parle de la critique politique d'un État. Et cela échappe à toute forme de répression. Par conséquent, on évince le sens des contenus et on dit quoi? Et on dit, vous appelez au boycott, et c'est une discrimination à l'égard d'une population, on ne sait pas très bien laquelle, mais d'une population qui est visée parce qu'elle produit les produits pour lesquels vous appelez au boycott. C'est-à-dire que et là on est dans la manipulation. J'entendais Léa Tsemel dire, avec la loi, on avance, mais en effet, on recule aussi avec la loi. Et elle l'a très bien dit d'ailleurs. On prend un appel au boycott, on sait que son contenu politique n'est pas susceptible d'être poursuivi parce que c'est une critique d'un État. Et qu'est-ce qu'on fait? On présente le boycott comme une discrimination. À l'égard de qui? Alors ça, il a fallu l'inventer. Parce que comme ce sont des produits qui sont boycottés, la loi de la presse, dans les dispositions qui répriment la provocation à la discrimination, à la haine et à la violence, c'est à l'égard de personne. Tout le monde comprend que la loi Pleven de 1972 a été introduite en droit français pour combattre le racisme, pas pour défendre des produits. Et les personnes ne sont pas des produits jusqu'à ce qu'on nous démontre ça économiquement éventuellement, mais en tout cas, les personnes ne sont pas des produits. Donc il a fallu inventer un groupe de personnes qui seraient visées par la discrimination, l'appel à la haine, l'appel à la violence, qui est poursuivi dans le cas d'espèce. Et là, on invente les producteurs israéliens. Alors, cette espèce de manipulation, ces manipulations, elles n'ont pas été acceptées par les juridictions françaises. Il ne faut pas se tromper. La Cour de cassation a pris la décision que l'on sait et qui est pendante devant la Cour européenne. Mais les juridictions françaises, les juges de première instance, d'appel, n'ont jamais accepté cela. Et cela montre à quel point la question est débattue et ne peut pas être résolue telle qu'elle l'a été. Alors je vais vous prendre quelques exemples, parce qu'il y a quand même des jugements et des arrêts grandioses. Alors, Chambre de la presse de Paris, qui est réputée comme étant la chambre la plus, comment dirais-je, la plus fine, la plus inventive et sur toutes ces questions de droit de la presse. La critique d'un État et sa politique ne saurait être regardée de principe comme portant atteinte aux droits et à la dignité des ressortissants, sans affecter gravement la liberté d'expression, dans un monde désormais globalisé dont la société civile est devenue un acteur majeur, et alors qu'aucun délit d'offense à chef d'État étranger n'a jamais été consacré par le droit positif, ni par le droit coutumier international, tant il serait contraire aux standards communément admis de la liberté d'exprimer ses opinions. Et plus loin, les autres appels
émanant de certains secteurs de la société civile au boycott de produits en provenance d'un pays ou d'une entreprise sont nombreux sans qu'ils aient jamais été incriminés. Nous sommes dans une décision qui date de 2011, et en 2011, on vous dit, le tribunal de Paris, confirmé par la Cour, je précise, confirmé par la Cour d'appel de Paris, il n'y a jamais eu pour les autres appels au boycott des poursuites, et je vous dis où est la discrimination, dans quel sens elle va la discrimination. Il n'y a pas que Paris. Vous prenez encore une affaire qui est à Bobigny, cette fois-ci. Même chose. L'article 24, alinéa 8, c'est donc l'article qui a été appliqué sur la discrimination, provocation à la discrimination, etc. Vise précisément la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, dans la mesure où son existence ne suppose pas seulement une population, celle-ci n'étant qu'une de ses composantes, mais aussi un territoire et un gouvernement, un État, puisque c'est bien la politique d'un État qui est critiquée, ne saurait être assimilé à un groupe de personnes. Vous avez des juristes quand même dans tout le pays qui rappellent les principes de base que la Cour de cassation a jetés par-dessus bord. De même, les biens matériels, là encore, les biens matériels et les marchandises, bien qu'ils aient été produits par des personnes, ne sauraient être assimilés à celles-ci. Dans quelle conception d'un monde orwellien va-t-on dire que les biens représentent des personnes? C'est quand même extraordinaire. Donc toutes les juridictions refusent ça. Et vous avez, et je la cite en dernier parce qu'elle m'amuse beaucoup, vous prenez la dernière édition du Code pénal Dalloz, et vous regardez, il y a toujours de la jurisprudence qui est citée sous les articles, vous regardez sous l'article 24, alinéa 8, qui a été appliqué, et qu'est-ce que vous trouvez? Une décision qu'on a obtenue de relax. Et elle est ainsi expliquée. En l'espèce, les faits reprochés aux prévenus s'analysent comme la manifestation d'une opinion et non comme une véritable incitation à une action discriminatoire, d'autant que les effets concrets et les conséquences pratiques de cet appel au boycott, notamment une entrave à l'exercice d'activité économique, n'est pas démontré. Cet appel au boycott est en réalité une critique passive d'une politique d'un État, critique relevant du libre jeu du débat politique qui se trouve au cœur même de la société démocratique, dès lors que le droit de s'exprimer librement sur des sujets politiques est une liberté essentielle dans une société démocratique. Cet appel au boycott entre dans le cadre de cette liberté. Je veux dire, est-ce que vraiment ce sont les juridictions de base qui doivent apprendre le droit à la Cour de cassation? La question vaut d'être posée. Mais en réalité, et j'en terminerai par là, ce qu'il faut comprendre, c'est la palinodie de la politique française en la matière. Je fais quelques rappels et j'en terminerai pour être dans le temps qui m'est imparti. Il faut rappeler que lorsque Alliot-Marie était ministre de l'Intérieur, elle a été interpellée à l'Assemblée, on devait être en 2010, je pense, de mémoire, mais je peux me tromper, par des députés qui lui disaient « Mais enfin, il y a des manifestations, des appels au boycott, que faites-vous » Elle dit « Moi, je ne fais rien, parce que tant qu'il n'y a pas de violence, on n'intervient pas, il n'y a pas à intervenir. » Un mois plus tard, elle est ministre de la Justice. Et alors là, attention, circulaire qui tombe immédiatement en rappelant que l'appel au boycott porte aussi sur des produits cachers. Alors là, les bras m'en tombent. Mais c'est la palinodie de la politique française. Et j'en terminerai, ça devient un peu ma tête de turc, si je peux me permettre l'expression. J'en terminerai avec Urvoas. Alors Urvoas est un député de Bretagne, un type que moi, personnellement, j'avais beaucoup apprécié parce qu'on avait une très grosse affaire d'assises à la Cour de Rennes, et il est venu témoigner parce qu'on lui avait demandé de témoigner sur les conditions de détention, et il est venu témoigner, donc je trouvais que c'était un garçon qui était très bien. Et voilà qu'en 2015, il est toujours député, et il est interpellé par ses mandants, en fait, dans sa région, sur cette question. Et il dit je vais écrire à Madame Taubira, qui appliquait ces circulaires d'Alliot-Marie depuis qu'elle est entrée en fonction. C'est quand même une tâche sur cette femme qu'on respecte par ailleurs. J'ai décidé de faire à mon tour, convaincu qu'entre un appel pacifique au boycottage et une stigmatisation sur des fondements antisémites, il existe un fossé que l'on ne saurait ignorer et qu'on ne saurait raisonnablement nier. Donc, en 2015, il est comme ça. Bon, très bien. Et quand on dépose notre requête à la Cour européenne, évidemment, on produit ça en disant, vous voyez, il y a des grandes divergences à l'intérieur
de l'appareil d'État, on va dire, ou en tout cas des éléments qui se rapprochent de l'appareil d'État. Et voilà qu'il devient ministre. Et comme Alliot Marie, eh ben, il change son fusil d'épaule, il n'y a pas d'autre mot. Il change son fusil d'épaule, ou il tourne kazakh, hein, suivant ce que vous voulez. Et bien, ce même personnage répond à une question écrite d'un député. Eh bien oui, il faut appliquer les circulaires. Et par conséquent, il faut que les gens soient poursuivis pour avoir appelé au boycott, parce que c'est une provocation à la discrimination. Et voilà. Alors, ne faisons pas confiance à nos politiques, parce qu'ils ne méritent pas. Et c'est vrai qu'on a un peu les politiques qu'on mérite nous-mêmes, donc c'est un peu compliqué comme question. Mais essayons néanmoins d'avancer sur les questions juridiques fondamentales. Rappelons qu'aux États-Unis, je ne sais pas si vous lisez Intercept, je vous conseille vivement de le lire, il y a 3 jours, un juge qui n'est pas fédéral, donc il faut attendre la suite, a déclaré que le boycott, l'appel au boycott des produits israéliens est un droit fondamental au regard de la Constitution américaine. Rappelons tout ça. Il y a partout en Europe et à travers le monde des décisions qui vont dans le même sens. Et dites-vous bien que c'est un combat qui ne fait que commencer parce que la liberté d'expression ne se négocie pas. Je vous remercie. Juste une phrase pour aller dans le sens d'Antoine. Madame Alliot Marie a effectivement invoqué la question des produits cachers. Okay. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quelques semaines avant, à l'Assemblée nationale, elle est interpellée par Éric Raoult, qu'on a oublié entre-temps pour d'autres raisons, et qui lui demande est-ce qu'il y a... et elle dit non, il n'y a pas de boycott des produits cachers. C'est-à-dire, elle ment à 2 reprises ouvertement. Merci pour cet éclairage juridique. Alors, il y a une autre idée sur laquelle nos politiques racontent un peu n'importe quoi, c'est sur la question de la définition de l'antisémitisme. Et certains politiques en France, en Europe, veulent une définition officielle de l'antisémitisme qui ferait essentiellement référence au rapport à ce que l'on dit, à l'attitude vis-à-vis d'Israël. Alors, Fabienne, est-ce que tu peux nous éclairer sur ce point ? Ça a été dit précédemment, les enjeux aussi sont autour de la démocratie en France et de la liberté d'expression. La liberté d'expression est actuellement remise en cause de 2 points de vue par 2 mouvements qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Il y a un premier mouvement, je crois, de l'État, une tendance de l'État à vouloir dire ce qu'est l'histoire. À vouloir dire ce qu'est l'histoire et quel jugement on peut porter sur l'histoire. Je pense par exemple, il y a de nombreuses années, quand il y a eu un groupe de pression qui a voulu qu'on reconnaisse les bienfaits de la colonisation, etc., etc. Je pense à la loi Guesso, où la Ligue des droits de l'homme était opposée en fait, à la loi Guesso sur le négationnisme, non pas parce que nous sommes d'accord avec le négationnisme, évidemment, que nous considérons comme un racisme, mais parce que, comme un antisémitisme, parce qu'il nous semblait que on entrait dans une dangereuse dérive à partir du moment où l'État se mettait à légiférer sur l'histoire ou le traitement de l'histoire. Je crois qu'on est un peu dans la même configuration autour de ces questions de racisme. Pourquoi ? Parce que vous n'ignorez pas que le mouvement antiraciste est divisé. Est divisé pour différentes raisons, les concurrences, les discussions conceptuelles sur les concepts, etc. C'est un mouvement qui est divisé et en même temps, nous devons lui retrouver une unité sur un certain nombre de principes universels. Est-ce que ce mouvement est divisé par l'existence de communautés, de représentations communautaires ? Je crois que les représentations communautaires font partie de la démocratie. C'est pas la question. On peut discuter leur représentativité, mais on ne peut pas discuter le fait qu'il y ait des groupes, par exemple, qui décident qu'ils sont représentés à l'intérieur. Alors bon, les Juifs n'ont pas de chance, ils ont le CRIF, mais bon, non, c'est vrai, pas de chance, mais bon, voilà. Donc c'est eux qui s'autoproclament. Il y en a d'autres qui s'autoproclament aussi et qui ne sont pas le CRIF. Je pense à l'UGFP, etc. Les musulmans, le CCIF, etc., etc.
La question de ces représentations communautaires, elle participe au débat. Donc, c'est pas un problème en fait. C'est normal. On doit vivre avec. On vit avec. C'est-à-dire qu'on vit avec un universalisme de la lutte antiracisme qui inclut les singularités des expériences des différents groupes qui subissent le racisme ou l'ont subi dans l'histoire. Et qui inclut donc les singularités, qui travaillent avec ces singularités et pas contre ces singularités qui les englobent. En revanche, je crois que tout dépend de ce que réclament les groupes de pression. Ce n'est pas l'existence des groupes de pression. Moi, je n'emploie pas, par exemple, le terme communautariste comme une insulte qui vise à chaque fois à dire que celui qui parle, il n'est pas... voilà, ça ne va pas avec la laïcité. Ou bon, non. Je dis que tout dépend de ce qu'il réclame. Par exemple, quand le CRAN a participé à la demande qu'on a fait de réclamer que l'esclavage soit reconnu comme un crime contre l'humanité, eh bien sur le contenu, on est d'accord. Donc c'est pas le problème que ça soit que le CRAN y participe. On est d'accord, on est inclus et ils sont inclus. En revanche, quand des groupes de pression commencent à réclamer qu'un type de racisme, ici en l'occurrence l'antisémitisme, qu'un type de racisme soit défini et une définition qui soit donnée soit par une instance européenne, supranationale européenne, soit par une instance nationale, alors là on est en droit de s'inquiéter beaucoup. Alors on s'inquiète sur plusieurs points. Premier point, définir un racisme. Ce n'est pas acceptable si on ne définit pas tous les racismes. Alors, vous imaginez bien ce que ça voudrait dire. On définit l'antisémitisme, peu importe le type de définition, je parle simplement du principe. On définit l'antisémitisme, donc on définit la négrophobie, l'islamophobie, l'arabophobie, le racisme contre les Roms, etc. Et vous comprenez bien que, en définissant, nous allons enfermer les catégories dans une représentation ou la représentation qu'on se fait de ce qui constituerait du racisme à leur égard de manière absolument spécifique. Or, la loi ne définit pas les contenus racistes. Les contenus racistes, on y travaille, historiens, sociologues, etc., on travaille là-dessus, on les analyse, on fait un boulot pour définir des indicateurs. Par exemple, quand il y a des études sur l'évolution de tel ou tel, disons, type d'opinion raciste ou de tel ou tel racisme, etc., dans l'opinion, bien entendu qu'on fait ce travail-là, mais ça reste un travail, bien entendu, évolutif, qui prend en compte le contexte historique, qui n'est pas toujours le même. Ça reste un travail débattu entre experts. Ça reste un travail qui n'a pas prétention à dire une vérité ni à dire la loi. Voilà. Donc, ça reste un travail qui s'inscrit dans la démocratie. Donc, c'est vraiment impossible, infaisable, et ça serait dramatique. Ça serait dramatique parce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus du tout d'universalisme dans l'antiracisme. Il n'y a plus qu'une série de racisme et de types de groupes racisés. Ce qui veut dire au niveau de notre société que nous ne pouvons plus lutter ensemble. Nous n'avons plus rien à faire les uns avec les autres, que chaque groupe s'occupe de son problème. Et ce qui veut dire aussi, comme je l'ai dit précédemment, qu'on va figer des représentations. Alors ça, c'est un premier point. Pourquoi c'est dangereux? Deuxièmement, je l'ai dit, c'est infaisable. C'est infaisable. Pourquoi? Parce que les contextes nationaux sont différents, les histoires sont différentes, les concepts ne sont pas stabilisés. Voilà. Quand on utilise tel ou tel indicateur, après on peut le discuter. C'est dangereux pour la démocratie, bien sûr. Je le disais tout à l'heure, on vit un moment extrêmement compliqué au niveau de la lutte contre le racisme, au niveau de la question de l'universalisme. Pourquoi? Parce qu'on est à un moment où nous devons redéfinir en fait l'universalisme en incluant les singularités, les spécificités, etc. Un universalisme inclusif, je ne vais pas vous faire tout un cours là-dessus, mais en tous les cas, on est dans un moment où ça bouge de ce côté-là. Mais on est aussi dans un moment où la liberté d'expression est remise en cause à tout niveau. Elle est remise en cause sur le plan académique. On interdit parfois des débats, des discussions, des réunions, etc., au nom d'une vision idéologique
académique, on interdit donc la réflexion académique, on attaque les gens qui travaillent sur des portions de l'histoire, etc., au prétexte que, alors je ne parle pas du négationnisme, qui là est un point à part, c'est pas de l'histoire, mais il y a quand même des histoires, il y a de l'histoire sur les questions, l'esclavage, la colonisation, etc., etc. Il y a aussi des pressions fortes sur ces recherches académiques, il y a des pressions fortes sur l'expression artistique aujourd'hui en France, y compris de la part d'ailleurs de groupes se réclamant, de groupes se disant étant des groupes racisés qui veulent, se disant racisés, qui veulent avoir le monopole de la représentation ou de la discussion de tout ce qui pourrait se dire autour de je suis juif, je suis le seul qui peut parler de la question juive, je suis noir, je suis le seul qui peut parler de la question noire, etc. Et je fais la police aux autres. Donc nous avons aujourd'hui ces questions qui traversent et de manière très profonde la lutte contre le racisme et la lutte pour la liberté d'expression qui sont consubstantielles. On ne peut pas lutter contre le racisme sans lutter en même temps pour la liberté d'expression. Parce que, comme ça a été dit précédemment, l'antiracisme et la démocratie sont intimement liés. Intimement liés. Donc, on est traversé par ça et aujourd'hui, on doit lutter. On doit lutter contre toutes les confusions. On doit lutter contre les monopoles de représentation et les contester. Les représentations sont légitimes, elles ne sont pas monopolistiques, elles ne sauraient l'être. Voilà. Donc on doit lutter contre ces représentations. On doit lutter contre la délégitimation de la critique effectivement de l'État d'Israël. C'est absolument clair, pas seulement, mais je veux dire, ça fait partie de notre combat pour ne céder ni sur l'antiracisme, ni sur la démocratie, les deux points sur lesquels nous ne devons pas céder. Maintenant, je voudrais juste conclure par cette affaire de la définition Ashira. Elle est plus subtile que ce qui a été dit précédemment, j'insiste là-dessus. D'abord, le terme sioniste n'est pas employé, ni antisioniste. Ce qui est employé, c'est la remise en cause. Alors, il y a 3 ou 4 articles qui définissent le racisme, l'antisémitisme, en s'appuyant sur des indicateurs qu'on utilise, c'est vrai, en sociologie, en histoire, etc. Le problème étant justement qu'il ne faut pas le définir, mais bon, qui sont quand même centrés sur l'antisémitisme. Et puis, tous les autres articles sont effectivement à chaque fois mis en lien avec la question d'Israël. La question d'Israël, mais le terme sionisme, antisionisme n'est pas employé, je tiens à le dire. À la place, on a employé le droit à l'autodétermination du peuple juif, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez. Et enfin, deuxième point, évidemment, si nous luttons contre cette définition, ce que nous devons faire, nous ne devons pas quand même nier le fait que si on est équité et réconciliation, par exemple en France, hein, l'extrême droite française se cache derrière l'antisionisme pour être antisémite. Et nous devons quand même ne pas le mettre, ne pas faire comme si ça n'existait pas. Nous devons quand même le mettre dans nos textes, parce que nous devons dire d'où nous parlons. Nous devons toujours dire d'où nous parlons quand nous parlons de ces questions-là. C'est fondamental. Oublier de dire d'où on parle, c'est une catastrophe. Voilà. Et enfin, un dernier point, nous pouvons, dans la critique non seulement du principe et du contenu de cette définition, faire remarquer qu'à la fois dans cette définition, on dit qu'est antisémite le fait d'assimiler les Juifs à la politique israélienne, à Israël. Ça, c'est considéré comme un indicateur, un antisémitisme. D'assimiler tout le groupe, les Juifs dans le monde, à l'État d'Israël est considéré comme un antisémitisme. Et en même temps, est considéré comme un antisémitisme le fait de critiquer l'État d'Israël. Donc, on a une contradiction en plus interne, conceptuelle, à l'intérieur de ce texte, parce que ce texte, lui, est antisémite, parce que ce texte, lui, assimile l'ensemble des Juifs à l'État d'Israël. Donc, il est ce qu'il dénonce. Et ça, je crois que nous pouvons assez aisément
le démontrer en déconstruisant la logique interne de ce texte. Voilà. Merci. Oui, juste une phrase avant de passer la parole à Pascal Boniface à propos de l'extrême droite. Certes, une partie de l'extrême droite cache son antisémitisme ancestral et forcené derrière un antisionisme déclaré, soi-disant, mais il y a aussi une partie de l'extrême droite importante qui est un fervent soutien de la colonisation israélienne. Hein. Oui, d'accord, mais... Bon, mais enfin, ce n'est pas du tout une contradiction. Hein. Alors, Pascal Boniface, tu veux dire un mot? Non, c'était juste parce que le micro est allumé. Ah oui. Pascal Boniface, Merci, donc. Gilles, bonjour à tous. Juste pour commencer, un mot sur le midi-débat entre Dominique et Esther sur winner-loser. En fait, depuis un peu 16 ans que je suis dans ces affaires-là, je ne pense pas qu'on gagne, parce que j'ai l'impression que le climat s'est dégradé depuis 16 ans. Et que la partie est loin, il y a des choses qui ne se disaient pas, qui ne se faisaient pas il y a 16 ans, et qui se sont empirées. Mais pour autant, nous ne sommes pas des losers, parce que nous sommes des combattants, et les combattants ne peuvent pas perdre. Et tous les gens qui sont là agissent de façon parfaitement désintéressée pour l'idée de la justice qu'ils ont. Vous n'avez rien à y gagner à passer du temps, à vous mobiliser, venir ici, etc. Même c'est plutôt souvent des désagréments, mais c'est tellement conforme à l'idée de justice que l'on a, les uns et les autres, qu'on ne peut pas ne pas s'engager sur cette cause-là. Antisionisme, antisémitisme, alors Dominique a écrit un formidable bouquin là-dessus, je ne vais pas y revenir, mais ceci, en fait, tout ce débat cache en fait le troisième point qui est la critique du gouvernement israélien. Et si l'on critique Poutine pour ce qu'il fait en Crimée ou en Syrie, personne ne sera accusé de faire du racisme anti-russe ou être anti-slave. Si l'on critique Xi Jinping pour ce qu'il fait par rapport soit aux Ouïghours, soit même en règle générale, il ne viendra à l'idée de personne de dire que l'on fait du racisme anti-chinois. Par contre, il y a vraiment une spécificité, c'est une accusation de racisme par rapport à la critique politique d'un gouvernement. Il n'y a que dans ce cas-là que ça existe. Évidemment, il ne viendrait à personne de dire que quand on critique Trump, on fait de l'anti-américanisme, parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui critiquent Trump et qui ne peuvent pas... Obama n'est pas anti-américain. Et la plupart de mes collègues experts en géopolitique qui sont effarés de ce que fait Trump ne sont pas anti-américains. C'est au contraire pour l'idée qu'ils se font des États-Unis qu'ils sont contre Trump. Donc il y a vraiment une exception à la fois française et israélienne, d'assimiler la critique politique d'un gouvernement à la haine d'un peuple ou à la volonté de détruire un État. Il n'y a que dans ce cas-là que ça existe. Pourquoi ? Parce que les instances communautaires officielles instrumentalisent la lutte contre l'antisémitisme au profit de la protection du gouvernement israélien. Officiellement, d'ailleurs, elles ont ces deux objectifs, et on peut dire que généralement, elles délaissent souvent le premier au profit du second. Moi, je leur dis souvent, dans la lutte contre l'antisémitisme, je suis un allié pour vous. Mais ça ne vous importe pas tellement. Vous me considérez comme un adversaire uniquement parce que je critique le gouvernement israélien. Et donc, ça veut dire que si la lutte contre l'antisémitisme était aussi urgente, aussi importante que cela, quand la maison brûle, on ne regarde pas qui vient amener de l'eau pour éteindre l'incendie. Tous les secours sont bienvenus. Et là, tout d'un coup, dans la lutte contre l'antisémitisme, seuls ceux qui, par ailleurs, ne critiquent pas ou soutiennent le gouvernement israélien sont bien accueillis, sinon ils sont rejetés, et même, on est quelques-uns à pouvoir en témoigner ici, combattus tout à fait violemment. Alors bien sûr, il n'est pas question de nier la réalité de l'antisémitisme, qu'il soit de gauche ou de droite. Il y a les antisémites qui, effectivement, se cachent derrière l'antisionisme ou derrière la critique du gouvernement israélien pour exprimer la haine qu'ils ont des Juifs. Mais ce sont des minorités. Il ne faut pas faire de cet arbre une forêt. Et la plupart, enfin toutes les associations, je dirais, qui ont pignon sur rue de solidarité avec la Palestine, et dont la FPS est le navire amiral, sont d'une vigilance extrême par rapport aux dérives antisémites. Elles n'acceptent aucun antisémite, et s'il y a quelqu'un qui a une parole de ce type, il est immédiatement exclu de ce cercle. À l'inverse, je n'ai pas le sentiment que dans les associations de solidarité extrême avec Israël, des paroles anti-musulmanes ou anti-arabes soient chassées avec la même vigilance.
Et qu'il y a là aussi un deux poids, deux mesures sur la vigilance à avoir par rapport aux extrémistes qui peuvent se cacher derrière tel ou tel discours. Aujourd'hui, heureusement en France, la parole antisémite est exclue du débat public. Qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse de responsables politiques, il n'y a plus, comme ce fut le cas il y a non seulement avant-guerre, mais y compris dans les années 60-70, où la parole antisémite s'exprimait assez librement dans le champ politique et dans le champ médiatique. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Par contre, la parole anti-musulmane, alors on ne va pas se battre sur le terme d'islamophobie, contentons-nous de parler de racisme anti-musulman. Mais enfin, quand on attaque une jeune femme dans la rue ou dans un bus parce qu'elle porte un voile, c'est bien quand même parce qu'il y a une hostilité à ce qu'elle s'affirme comme musulmane. En tous les cas, la parole anti-musulmane est loin d'être absente des débats publics, loin d'être absente des débats politiques, y compris de parlementaires, et sans que cela n'ait la moindre conséquence négative sur la carrière des uns et des autres. Sur le plan diplomatique, je serais moins optimiste que Dominique. Bien sûr, il y a ce vote qui est important. Malheureusement, quand on regarde la situation par rapport au début des années 2000, l'Europe est moins active. L'Europe est moins active, la France est moins active dans le soutien à la création d'un État palestinien. Les pays arabes ont tout abandonné, la plupart d'entre eux. Y compris d'ailleurs au nom de la menace iranienne, de voir des axes entre l'Arabie saoudite. La Chine a de bonnes relations avec Israël parce que la Chine est intéressée par le high-tech, etc. La Russie a également de bonnes relations avec Israël et Israël a fait une percée diplomatique en Afrique. Donc il ne faut pas l'Amérique latine est certainement la région du monde qui résiste le plus. Israël a gagné des points sur le plan diplomatique. Il ne faut pas se voiler la face. Et au niveau de la société française, Israël a marqué des points parce que la critique politique du gouvernement israélien est beaucoup plus combattue, y compris maintenant avec cette tentative juridique, et que on connaît tous, moi je connais des dizaines de journalistes, d'universitaires ou d'hommes politiques qui me disent « je pense comme toi sur Israël-Palestine, mais jamais je le dirai en public », comme s'ils risquaient d'être chopés à 5 heures du matin pour être débordés. Qu'est-ce que l'on risque, franchement ? Bon, on risque quelques désagréments, mais c'est quand même, on n'est pas en résistance non plus. Et en fait, sur ces affaires-là, l'autocensure est bien pire que la censure. Le courage n'est pas une notion en hausse, et cela existe. Et le pire, c'est que au niveau diplomatique, Israël a gagné des points, mais au niveau des opinions publiques internationales, elle en a perdu. Au niveau de l'espace officiel, politique, médiatique, Israël a gagné des points, mais dans la société civile, elle en a perdu. Et moi, j'appelle la FPS, d'ailleurs, à faire des campagnes dans les universités. Vous avez beaucoup de jeunes qui pourraient vous suivre et qui pourraient, parce que je vois, moi, mais les étudiants auxquels je suis confronté, les publics étudiants, soit mes propres étudiants, alors on va dire que je les influence, mais ce n'est pas vrai, soit quand je suis invité dans des universités, des écoles, etc., y compris dans des écoles de commerce, d'ailleurs, et dans des IEP, pas seulement à Saint-Denis ou à Villetaneuse, soyons clairs. Eh bien, le mouvement est massif. Et donc, il faudrait jouer là-dessus sur l'FPS. Et en fait, c'est dangereux parce qu'il y a une dichotomie entre le pays officiel et le pays réel sur ces questions-là. Et quand on empêche le débat de se faire de façon, avec toutes les tentatives que vous avez rappelées, d'interdiction de débat, de censure, non, on n'invitait pas celui-là parce qu'il a tweeté tel ou tel truc, alors que sinon on peut avoir dit beaucoup de pédis à l'Académie française, hein, c'est vraiment à double tranchant tout cela. Eh bien, effectivement, quand le débat ne se passe pas de façon ouverte, saine, eh bien, il se poursuit au niveau malsain. Et sur ces questions-là, la censure, l'autocensure nourrissent le complotisme, qui par ailleurs est dénoncé. Le deux poids, deux mesures dans la dénonciation du racisme antisémite et du racisme anti-musulman nourrit le complotisme. On a vu cette affaire de Sarcelles où tout le monde s'est emballé sans rien vérifier. Il y a des agressions contre des jeunes femmes qui portent le voile, dont une d'ailleurs a perdu le bébé qu'elle portait. Et une essayiste a mis en cause sa parole, elle a été condamnée en diffamation sans pour autant que son statut médiatique soit remis en cause. On voit bien qu'il y a un deux poids, deux mesures, mais qui n'échappe pas. Regardez la façon dont cette chanteuse a été traitée. On voit bien la différence de le traitement médiatique de cette affaire et le traitement sur les réseaux sociaux. Et les fake news ne sont pas que sur les réseaux sociaux. Au contraire, je crois. Et ça, c'est très dangereux pour notre démocratie parce que ce décalage est mortifère et est vraiment quelque chose qui met en cause notre démocratie, finalement. Alors, il ne faut pas se leurrer, le conflit au Proche-Orient, il est là pour longtemps. Il est là pour longtemps parce que les Palestiniens font preuve d'une résilience
hors du commun et qu'ils ne vont pas céder, et qu'en même temps, on ne voit pas l'actuel gouvernement israélien tout d'un coup ouvrir des négociations. Donc on aura le conflit là-bas pour longtemps. Ce qu'il faut éviter, c'est l'importation négative et le caractère de dégradation du climat public que cela crée en France. Et il y a effectivement une contradiction entre se battre contre l'assimilation juif et israélien et le fait de demander à tous les juifs d'être solidaires totalement du gouvernement israélien, pas de l'existence d'Israël, mais du gouvernement israélien. Et donc l'enjeu, qui est un enjeu à la fois de société et un enjeu de liberté publique, comment, alors qu'on sait très bien que ce conflit là-bas va durer, faire en sorte que le vouloir vivre ensemble et que les libertés publiques en France ne soient pas menacées par l'importation de ce conflit qui est en fait nourri par ceux qui disent de vouloir le combattre. Merci. J'ajouterai deux petites remarques, deux petites questions en même temps pour que le débat puisse rebondir et se poursuivre. Est-ce qu'il n'y a pas, par rapport à l'antisémitisme, quand même des formes de résurgence insidieuses dans la société française? Moi, je pense notamment à cette présence d'une notice sur Charles Maurras, ne mentionnant même pas son antisémitisme, notice due à l'historien Olivier Dard dans le livre des commémorations nationales de l'année 2018, à cette réédition distincte, projet d'édition distincte, pardon, des pamphlets antisémites de Céline par Gallimard, etc. Est-ce qu'il n'y a pas des phénomènes de réhabilitation de l'antisémitisme français qui sont à l'œuvre aussi, mais de manière insidieuse, hein. Évidemment, les choses ne sont pas dites comme dans la presse de l'entre-deux-guerres de ce point de vue-là. Et puis alors une question qui m'est venue à partir du débat précédent. Quelqu'un avait fait référence au fait qu'un drapeau israélien ait été brûlé lors de la guerre du Vietnam. J'ai fait partie de la génération, et beaucoup d'entre vous probablement aussi, qui avaient brûlé des drapeaux américains, lors des manifestations contre la guerre du Vietnam. Est-ce que c'est pareil, compte tenu du statut de l'État des États-Unis d'Amérique, et puis la question d'Israël, Palestine, etc. C'est une question que je pose tout simplement parce que stricto sensu, on devrait considérer que c'est pareil quand on le fait pour contester une politique, et puis en même temps, on peut poser des questions.